Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une vulnérabilité qui impacte un grand nombre de routeurs avec Patrice Auffray. Bonjour Patrice. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs No Limite Sécu sont Vladimir Collin. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Et Nicolas Ruff. Bonjour. Alors Patrice, on a déjà réalisé un épisode ensemble sur ONIF, mais pour les auditeurs qui ne l'auraient pas suivi, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Tout à fait. Donc, je m'appelle Patrice Auffray. J'ai créé la société ONIF en 2017 et on évolue dans le domaine de la découverte de la surface d'attaque. Et pour ce faire, on scanne tout Internet, IPv4, IPv6, mais également des URL. C'est très important de scanner des URL puisque si on a des adresses IP derrière Cloudflare par exemple, si on scanne que l'adresse IP, on ne verra pas les technologies des sites web protégés. Alors Patrice, comment cette vulnérabilité a été découverte ? Alors c'est l'équipe de Cisco Talos qui, sur une investigation à la demande d'un client, s'est rendu compte qu'il y avait des comptes admin, donc c'est privilège 15 du côté de Cisco, l'équivalent de root sur Unix. Des comptes étaient créés à distance et du coup ils ont investigué pour savoir comment c'était possible que des comptes administrateurs soient créés à distance comme ça. Et par quelle magie est-ce arrivé ? Et par quelle magie ? Eh bien, donc ils ont continué leur investigation et ils se sont rendus compte qu'une faille de type 0day était exploitée. Donc ils ont continué à investiguer, ils se sont rendus compte que le phénomène était assez prévalent. Et un certain nombre d'acteurs a commencé à scanner Internet pour regarder jusqu'à quel point c'était grave, puisque Talos, dans sa grande générosité, a donné une méthode d'identification à distance pour savoir si une machine avait un implant ou pas, puisqu'il faut le rappeler, cette vulnérabilité a été exploitée pour déployer des implants, donc prendre le contrôle total de routeurs à l'échelle d'Internet. Oui, alors ce qu'on peut dire, c'est que c'est une vulnérabilité donc, qui, à distance, permet de créer un compte, donc une vulnérabilité ultra critique et qui donc a été exploitée par un attaquant, on ne sait pas qui. Ce qu'a communiqué Talos, c'est effectivement un moyen de détecter certains implants, en tout cas les premiers implants que eux ont découverts. Malheureusement, comme il y a eu beaucoup de codes d'exploitation et autres qui ont été publiés depuis, ça ne permet pas de potentiellement détecter tous les implants qui ont été créés depuis. Mais au moins, ça permet de détecter tous ceux du passé, c'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui ont compromis des milliers, voire dizaines de milliers, on en reparlera, mais d'équipements Cisco et pour y injecter des comptes. Donc il y a des gens qui ont utilisé cette capacité de création de comptes administrateurs pour injecter un implant, c'est-à-dire du code, à l'intérieur du routeur ? C'est ça. Oui, tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au tout début, alors comment ça a commencé ? En fait, Talos a investigué sur cette affaire, c'était fin septembre à peu près. Donc il a constaté un certain nombre de routeurs, mais en petit nombre. Et à peu près 2-3 semaines plus tard, l'attaque a été lancée à large échelle. Et pour la plupart des routeurs compromis, d'après l'analyse de Cisco, ce serait l'œuvre d'un acteur unique. Alors depuis, comme Vlad l'a dit, la vulnérabilité est connue, donc il y a d'autres acteurs certainement qui s'engouffrent dans la brèche. Mais l'essentiel des machines compromises aujourd'hui est attribué à un unique acteur. Mais il y a une fuite chez Talos, alors, parce que si cet acteur il s'est mis à utiliser la faille de manière très générale juste après sa découverte par Talos, soit il s'est aperçu que ça avait été découvert, soit il y a une fuite de chez Talos. Bah non, pas forcément. Ça peut être au contraire l'inverse. C'est que le client de Talos est suffisamment réactif pour avoir détecté ça au tout début, aux prémices, et qui sont juste arrivés au tout début de la campagne de l'attaquant, et que c'est juste l'attaquant, il avait prévu ensuite d'exploiter massivement sa vulnérabilité. C'est peut-être juste ça. Hein. C'est ça. En fait, les fin septembre, on peut attribuer ça à des tests pour voir en gros si la procédure automatique d'attaque en masse allait bien fonctionner. Et c'est là qu'ils ont été repérés. Et voilà. C'est triste pour eux, ils ont été pris la main dans le pot de confiture, c'est dommage. Enfin, dommage. Et exactement, ce qui amène à la question suivante, quel était l'objectif ? Puisque aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas eu de demande de rançon sur les équipements concernés. Donc quel était l'objectif des attaquants ? C'est de l'espionnage ou du prépositionnement stratégique, évidemment. On ne va pas consommer un 0D pour du rançongiciel, quand même. Mais surtout que... tel 0day.
Oui, si on parle en termes de machines compromises, d'après nos données, il y a 80 000 équipements exposés à Internet. Nous, on a constaté 53 000 équipements compromis. Donc, quand on fait une attaque à si grande échelle, c'est un peu difficile d'imaginer que ça va passer inaperçu. Donc, ça pose aussi tout un tas de questions. Ah, tu penses que ça peut pas passer inaperçu? Ça peut être quand même, si c'est assez fin, assez discret, que tu laisses pas trop de traces, trop de logs, ça n'est finalement qu'une ou deux requêtes sur chaque cible. Oui, mais ça s'est fait en l'espace de 24 heures en gros. Oui, ça effectivement. Il y a d'autres acteurs comme Shadow Server ou Leakix ou Sensis qui ont également scanné les équipements pour identifier ceux qui avaient l'implant. Sensis, par exemple, a constaté une augmentation de 8000 machines compromises en l'espace de 8 heures. Je pense qu'ils ont amélioré leur process de détection puisqu'on avait déjà 53 000 avant leur second scan. Mais ça s'est passé, ce qui est certain, c'est que ça s'est passé sur un temps court, cette compromission de dizaines de milliers de routeurs à large échelle. Et est-ce qu'il y a une typologie spécifique un vertical ou plusieurs qui ont été ciblés? Je pense que c'est vraiment tout ce qui était exposé à Internet. Dans nos données, on a constaté qu'il y en avait en Chine également qui étaient impactés, en Russie aussi, hein, si on cite que ces deux pays-là. Mais en gros, c'est vraiment tous les équipements, quel que soit le pays, qui ont été ciblés. Et moi, je dirais qu'on peut considérer aujourd'hui que tous ceux qui sont exposés sont compromis. La différence, pourquoi on arrive à 53 000 et pas 80 000 sur 80 000, c'est qu'il est possible que l'implant soit pas vraiment bien installé, parce que ça nécessite un redémarrage du processus web. Et aussi bien dans l'outil automatique, il y a eu un bug et c'est pas arrivé jusqu'au redémarrage pour vraiment déployer l'implant. Mais moi, je considère aujourd'hui que tous ces routeurs-là sont compromis. Par contre, sur les cibles, il y a quand même une grande partie des cibles qui sont américaines. C'est-à-dire que je crois que c'est 15%. Enfin, c'est très Amérique du Nord et Amérique du Sud. C'est-à-dire que dans les plus piratés, il y a les Américains, Philippines, Mexico, Chili, Inde, alliés quand même des États-Unis, Thaïlande, Australie, Singapour, Brésil, Angleterre, Équateur et Pologne. Pardon, ça, j'ai les noms en anglais. Donc en fait, ça c'est la liste des principaux piratés. C'est quand même très très orienté alliance nord-américaine, quoi. Oui, si on regarde nos données, sur les 53 000 compromis, il y en a 10 000 aux US. C'est vraiment le numéro 1 de loin. Mais après, Cisco, c'est un éditeur américain, donc il est aussi très déployé aux États-Unis. Voilà. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas des rebonds? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas des dizaines de milliers de routeurs qui ne sont pas visibles sur Internet dans des réseaux privés, qui n'auraient pas été aussi compromis et que tu ne peux pas voir avec ONIF? Non, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que pour exploiter la faille, il faut se connecter à l'interface web publique du routeur. Donc il faut avoir exposé son interface d'administration web sur Internet pour être vulnérable. Si ton routeur a une adresse privée qu'il est à l'intérieur d'un réseau, s'il a été compromis, c'est que l'attaquant est déjà quelque part sur ton réseau interne et qu'il a accès en direct aux interfaces d'administration. Et je crois que c'est la millième fois qu'on le dit, mais n'exposez jamais un portail d'administration de ce genre d'équipement sur Internet. Oui, c'est vrai qu'on a oublié de dire que effectivement ça impacte le composant web du routeur Cisco. La recommandation de Cisco, c'est de désactiver l'interface web, tout simplement, pour éviter d'être compromis. Moi, je dirais que tous ceux qui ont ce type d'équipement aujourd'hui doivent faire une analyse forensique, puisque comme je le disais, je considère qu'ils sont tous compromis. Donc il suffit pas de tester est-ce que l'implant est sur mon routeur ou pas. Non, il faut faire une analyse forensique parce qu'il y a 90% de chances qu'il soit compromis. Oui, totalement, oui. Nous, c'est ce qu'on recommande à nos clients, c'est même si vous n'avez l'impression que vous n'êtes pas compromis, il faut impérativement investiguer parce que entre potentiellement les bugs du premier implant et les évolutions d'autres implants, d'autres attaquants, c'est très compliqué, donc il faut impérativement investiguer. Et investiguer, ça veut dire regarder. Je suis désolé, c'est arrivé en pleine semaine, on arrive sur le week-end, c'est très très compliqué, mais malheureusement il faut le faire. Oui, alors investiguer, Cisco Talos a donné aussi les IOC pour identifier une compromission des routeurs. Il y a une méthode simple, s'il y a un fichier qui s'appelle de mémoire cisco_services.conf dans l'arborescence, ça veut dire que l'implant a été déployé, enfin l'implant découvert par Cisco Talos. Cet implant, oui. Vlad, voilà, il y a peut-être d'autres implants, donc d'autres IOC à aller regarder. C'est-à-dire qu'il faut quand même regarder la liste des comptes des utilisateurs, à minima, voir s'il y a un compte inconnu, non maîtrisé. Et faites attention, parce que admin avec 2 N, enfin un N à la place du M, etc., il y a des astuces qui permettent de cacher visuellement. Vérifiez quand même tous les noms des comptes. Oui,
Et quand il y a un compte de créé, il y a une ligne qui est journalisée dans l'équipement. Donc il suffit de regarder est-ce qu'il y a des comptes qui ont été créés récemment et de regarder est-ce que c'est normal. Ouais, si vous êtes suffisamment mature pour sortir vos logs et les centraliser dans un SIEM ou autre, vous regardez tous les comptes qui ont été créés depuis, on va dire, quelques semaines, et ça vous permettra quand même d'avoir des indices sur la compromission potentielle de l'équipement. Nico, tu voulais réagir ? Oui, je voulais réagir à quelque chose qu'on a dit tout à l'heure sur le fait que les attaquants étaient extrêmement verbeux et avaient compromis en masse plein de routeurs. Pour moi, c'est une stratégie payante, parce que quand tu regardes certaines failles qu'il y a pu avoir dans le passé dans Exchange ou des firewalls, des gateways VPN, des trucs comme ça, un an après, tu as encore 70% des gens compromis qui n'ont pas nettoyé. Donc en fait, même si aujourd'hui il y a des publications Cisco Talos, il y a des alertes CISA, CertFR, etc., tu peux être certain que dans 6 mois, la majorité des implants sera encore installée sur ces routeurs. Exactement. Et ça, c'est ce qui m'intéresse, moi, d'un point de vue chercheur, on va dire. Nous, on va monitorer ça toutes les semaines. En gros, on va regarder où sont les implants. Donc, on aura des chiffres sur l'évolution de cette attaque. Et je suis convaincu, comme toi, Nico, que dans 6 mois, on verra encore des machines avec un implant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne survit pas à un reboot. Donc, si on voit encore des machines dans 6 mois avec l'implant, c'est qu'elles n'ont pas rebooté. Bon, il y a le droit de pas rebooter son serveur, hein. Mais c'est ça qui va être intéressant pour moi d'un point de vue chercheur. Mais si elle ne survit pas au reboot, mais si un utilisateur donc root qui a été créé, il sera toujours là. Exactement. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment ne pas se baser uniquement sur la présence de l'implant pour établir l'état compromis ou non compromis de son équipement. Alors le problème du reboot, c'est que c'est pas non plus anodin, parce que c'est quand même des routeurs, alors souvent une certaine taille, qui font passer pas mal de trafic, et leur démarrer, déjà ça prend un certain temps, et donc si en plus il n'y a pas de redondance, si vous avez de la redondance, vous pouvez faire d'abord le master et ensuite le slave, mais si vous n'avez pas de redondance, ça peut occasionner une coupure de service assez importante. Oui. Donc on peut comprendre que les gens n'aient pas envie de rebooter tout de suite, ça peut aussi se comprendre. Bien sûr, et on sait que les opérationnels n'aiment pas redémarrer les serveurs, puisqu'il y a toujours des risques, même au niveau pas de matériel, mais la situation est suffisamment grave pour trouver une fenêtre d'intervention, je pense. Oui, totalement. Est-ce qu'il n'est pas possible de poser des implants persistants ? Parce qu'il y a quand même des mémoires. Enfin, tu pourrais flasher le firmware sur ces équipements. Donc, il me semble que par les passés, il y a eu des cas où des routeurs avaient pu être compromis de manière persistante. Et je ne te parle même pas des gens qui compromettent des routeurs dans la supply chain, c'est-à-dire qui ouvrent les colis avant qu'ils arrivent chez toi et qui reflashent un firmware backdooré dans l'équipement. Est-ce qu'on peut garantir l'innocuité d'un équipement matériel si on a réinstallé une version d'iOS, le Cisco iOS dessus ? Clairement non, surtout que les comptes sont admin, donc ils peuvent vraiment modifier la conf qui est enregistrée en mémoire et donc qui persiste au reboot, donc non, c'est pour ça qu'il faut enquêter. Donc il faut enquêter, oui. C'est vraiment l'essentiel. Mais même enquêter, enfin, les recommandations qui existaient il y a quelques années, c'est... Si un équipement est compromis, il faut le réinstaller complètement, installer les patchs et ensuite le connecter au réseau. Cette recommandation, ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendue, mais pour ce genre de vulnérabilité, je pense que la meilleure solution, c'est vraiment de reflasher le device, le patcher avant de le connecter de nouveau au réseau, et ensuite seulement de le reconnecter au réseau. Et après, il y a le problème de la configuration. C'est-à-dire que tu as toute ta configuration au réseau, tes comptes, etc., qu'il faut également remettre dans l'équipement, mais il faut quand même l'analyser pour être sûr qu'il n'y a pas un compte, encore une fois, porte dérobée qui aurait été ajouté. Tout à fait. C'est pour ça que c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. On le fait de moins en moins. Oui. Et c'est pour ça qu'on le fait de moins en moins, faire un reset complet d'un système, parce que c'est devenu compliqué, surtout des équipements presque cœur de réseau, j'ai envie de dire, c'est compliqué d'avoir cette approche. Ouais, c'est vraiment pas un cadeau. Là, je plains toutes les équipes réseau qui se prennent ça. Là, c'est pas un sujet facile à traiter. Voilà, une des attaques qu'elle faisait référence, par exemple, est connue sous le nom du groupe Tangricat, qui avait quand même réussi à analyser le bitstream du FPGA qui est dans les équipements Cisco pour assurer l'authenticité. Et en modifiant ce bitstream depuis un shell root, il pouvait bypasser en fait la vérification d'intégrité des firmware. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a énormément d'équipements contrefaits aussi. Donc, le contournement de tous ces devices de sécurité, et, enfin on va dire de DRM côté vendeur, est aussi un sujet de recherche pour tous les fabricants de clones bas coût et basse qualité. Moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'est-ce qui peut justifier d'exposer l'interface d'administration web d'un routeur
sur Internet. Non mais rien. Je Ne le faites comprends pas jamais. à quoi ça sert. Vos firewalls, vos WAV, vos routeurs, vos proxys, n'exposez pas les interfaces d'admin, même vos WordPress, vos CMS, n'exposez pas les interfaces d'admin de ça sur Internet. Vladimir, il y en a 53 000 qui l'ont fait, donc... Le problème, c'est qu'après, c'est souvent des routeurs de tête de réseau qui sont vraiment en frontal d'Internet, donc peut-être que c'est une mauvaise configuration, un manque de durcissement. Alors, je ne vais pas naser les confs, mais... C'est juste une mauvaise install par défaut. Peut-être. Je pense pas que c'est par défaut, aussi volontaire. Moi, je croyais qu'il fallait lancer la commande pour que l'interface d'administration web soit lancée. En fait, elle est par défaut. J'en sais rien. Et puis surtout, il me semble qu'elle est par défaut. Après, elle est par défaut et il faut lancer la commande pour la désactiver. Potentiellement, il faudrait une interface d'admin sur un réseau privé, mais si les routeurs ils sont adressés que sur du public, avoir un réseau d'admin déconnecté du réseau public, c'est quand même pas évident. Donc tu peux comprendre que les mecs laissent l'interface d'admin sur une IP publique auquel ils accèdent, mais vraiment le faites pas, quoi. Essayez vraiment d'avoir des liens dédiés, des services, des réseaux d'admin déconnectés et pas du tout reliés à Internet. Ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est toujours la même histoire. Un fabricant de produits, il livre un produit, il faut qu'il soit utilisable le plus rapidement possible, sans avoir à rentrer dans la doc pour réussir à l'administrer. Donc souvent, ces dispositifs de type routeur, l'interface web, elle écoute par défaut pour qu'on puisse se connecter avec le mot de passe par défaut et configurer la machine pour que ça marche. Et le guide de hardening, il est souvent manquant dans les équipements. Mais effectivement, il y a l'étape finale, une fois que ça marche, le hardening. Et ça, souvent, les utilisateurs, ils sont laissés à eux-mêmes sur ces aspects-là. Parce que c'est un gros travail en amont. Normalement, il faut que tu aies des templates de conf qui soient validés, que tu aies des standards qui soient ensuite appliqués sur tous tes équipements et industrialisés. Ça demande quand même un gros travail en amont. Ok, donc quelles sont les actions qu'on peut recommander de mettre en œuvre dès que possible? Contrôler les utilisateurs, désactiver l'interface web, rebooter, patcher. Est-ce qu'il y a un patch qui est disponible? Aux dernières nouvelles, je n'ai pas vu. Je sais que Cisco travaillait d'arrache-pied pour fournir un patch. Je trouve ça un petit peu long, mais on ne connaît pas les process de Cisco. Au moment de l'enregistrement de cet épisode, aucun correctif de sécurité n'est encore disponible. Et Cisco a un petit peu rationalisé ses lignes de produits. Mais il faut voir qu'à une époque, il y avait des builds de routeurs qui étaient faits par client. C'est-à-dire que quand tu avais un support engineer de plus haut niveau qui venait chez toi et que tu avais un bug, il te recompilait du Cisco iOS sur sa machine et il te déployait sur ton routeur. Donc, à un moment, quand tu avais un compte CCNO, là, tu pouvais télécharger jusqu'à 300 000 firmware différents. Donc, tu imagines qu'en termes de QA, de recompilation, de tests, etc., c'est vraiment l'enfer. Oui, je ne suis pas surpris. J'ai travaillé pour un grand fabricant de modems câbles DSL et à l'époque, on avait quelque chose comme 400 branches software parce que c'était du custom par client quasiment. Donc ça complexifie un peu le portage du bug fix sur toutes les branches software. Donc oui, les recommandations aujourd'hui, c'est numéro 1, désactiver l'interface web. Et idéalement le déconnecter du réseau pour faire une investigation pour savoir si le device est compromis ou pas. Alors il y a eu des nouveautés depuis le moment où nous avons enregistré cet épisode. Alors Patrice, quelles sont ces nouveautés? Il y a 2 grandes nouveautés effectivement. La première nous vient de Cisco Talos. Finalement c'est bien une chaîne de vulnérabilité qui a été exploitée et ce n'est pas une zero day mais 2. La première, on l'a vu, c'est celle permettant la création d'un compte administrateur sur l'équipement. Et la seconde serait une escalade de privilèges locaux pour atteindre les droits routes et pouvoir déployer l'implant au niveau du système. La deuxième grande nouveauté, c'est que nous avons constaté que les implants disparaissaient d'Internet. Ça ne veut pas dire que les devices n'ont pas été compromis. Ça peut dire tout simplement que l'attaquant est en train de nettoyer ses traces, puisque cette méthode de détection à distance n'aurait peut-être pas dû être possible en premier lieu, donc ils sont en train de corriger leur erreur. Ou alors ça veut dire éventuellement que quelqu'un est en train de nettoyer les implants à large échelle. Pour l'instant, nous n'en savons pas plus. De mon côté, je continue à penser qu'il faut considérer que tous les équipements, donc les 80 000 équipements, sont compromis et je ne peux qu'inviter les administrateurs de ces équipements à effectuer une analyse forensique pour s'assurer que leur équipement n'a pas été compromis. Ok. Est-ce que vous voyez d'autres choses à ajouter?
Bon, je pense que de mon côté, c'est bon. Voilà, on va continuer à monitorer pour savoir si l'attaque se répand un peu plus ou si les implants restent en ligne longtemps ou pas. Et tu vas continuer à publier sur Twitter ce que tu trouves ? Tout à fait, oui. Cool. Alors, et ton compte Twitter, c'est ? C'est Onyphe, O-N-Y-P-H-E. Et, sur LinkedIn aussi, on communique. Pareil, Onyphe, O-N-Y-P-H-E. Bon, eh bien, Patrice, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.